Cette émission vous est présentée par San Carlo et Kleenex. Bonjour à tous et bienvenue dans notre 10e édition de l'Euromag. Vous l'avez remarqué certainement, la coupe Henri Delaunay, le trophée qui sera remis au vainqueur de l'Euro 2020 dans un peu plus de 2 semaines. Donc, nous vous racontons un peu l'histoire. Comment nous avons ça depuis Portugal, nous amène les Maurice pour nous prendre sa bonne pause là aujourd'hui. Mais on parlera aussi de ces huitièmes de finale qui arrivent avec beaucoup de surprises. On vous dira tout ça dans le sommaire. La coupe Henri Delaunay était dans les locaux de Radio One et oui, nous allons y prêter un petit moment avec Cristiano Ronaldo. Mais vous aussi, vous pouvez la voir. On vous expliquera comment. Les tops et les flops de cette phase de poule, analyse avec le coach Joe Tsupula. Et place au huitième de finale avec des chocs dignes de finale, explication dans cet épisode. Et pour débuter, honneur aux dames, Miss Lou vous montrera à quel point il fait chaud en Italie. Tchou, me fait transpirer les as. Salut Fabrice, on démarre avec la vidéo buzz du moment sur les réseaux sociaux. Ça tourne depuis quoi maintenant une semaine. On y voit Cristiano Ronaldo en conférence de presse avant le match. Je le rappelle, Portugal-Hongrie, retirer donc les 2 bouteilles d'une célèbre boisson gazeuse pour les enlever du cadre et souligner qu'il préfère l'eau. Donc on connaît la vidéo par cœur. Alors que CR7 bouge les bouteilles ou encore Pogba, lui, il enlève la bouteille de bière carrément. Ziz dans ce moment-là, Enta Jumun, tu fais soif. Check ça. Ronaldo! Gazeuse ou pas, on ne le dira jamais assez, l'eau, c'est la vie. Pendant ce temps, les supporters des Bleus confondent Budapest et Bucarest, manque du coup le match France-Hongrie. 6 supporters de l'équipe de France ont vécu, alors là, une bien mauvaise mésaventure. Et voilà, quand on est con, on est con. C'était le week-end dernier, les malheureux se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas partis dans le bon pays, dans le bon stade pour surtout assister au match entre la France et la Hongrie. Faut vraiment être con pour rater la bonne destination. Conseil, Altrap Map, Altrap Atlas, un petit guide pour comprendre dans quel pays ce était, l'Europe, etc. Toujours ces Français. Un peu con, non, sur les bords. Allez, parmi les Frenchies, il y a heureusement Thierry Henry, l'ancien attaquant des Bleus qui fait partie du staff des Diables Rouges, je le rappelle. Il a profité en fait d'un entraînement pour épater les joueurs belges. Et là, on est servi du coup. Il nous sert un joli tir tout en détente. Ça vaut le coup d'œil. Et attention les yeux, Thierry Henry nous la joue cuisse 2.0. On a l'impression Madeli peut jouer dans ce boxeur. Check ça, vous êtes. Record top scorers don't need this, man. Come on, man. Go in. La vidéo de l'ancien attaquant d'Arsenal et du Barça, champion du monde aussi, je le rappelle, en 98, avec les Bleus, Thierry Henry, oui, et mon coup de cœur sexy de la semaine. La suite, je vous parle du pari des Anglais. Les joueurs anglais anticipent, allons dire, les célébrations d'un potentiel titre à l'Euro 2020-2021. Ils se teindront les cheveux en blond, comme Phil Foden à l'origine de ce pari. Regardez ça.
L'équipe anglaise qui a accepté de se teindre les cheveux en blond si, bien sûr, les Three Lions remportent l'Euro, cette 60e édition. Un geste qui va pas s'en rappeler, celui de l'équipe de la Roumanie à la Coupe du Monde 98. Comme quoi, ils n'ont rien inventé ces Anglais, hein? Toujours, elle doit agiter un peu là. La note popotin de cette édition façon Yaya Touré. L'ancien milieu de terrain ivoirien Yaya Touré a accordé une interview aux Anglais pour l'Euro 2021. Jusqu'ici, tout à fait normal, entre autres, donc il vient, il analyse, etc. Mais voilà, contre toute attente, pendant l'entretien, l'ancien joueur de Manchester City a fait une déclaration sur les fesses d'Eden Hazard. Ah oui, il cite, c'est presque devenu une blague à quel point ses fesses sont tellement grosses, mais tellement importantes pour sa façon de jouer. Du coup, on se pose des questions. Est-ce que c'est là un compliment ou alors il fantasme sur le beau petit cul d'Eden Hazard? Parce que ouais, fesses là, bien mauvais vous êtes. Check ça de la liste. Allez, restons sur cette note très coquine avec la présentatrice italienne Paola Ferrari, en mode jeu de jambes à la manière de Sharon Stone, rappelez-vous dans le film Basic Instinct. Regardez, ça va aller vite, attention, pas battige, loghi. Attaccante ha fatto diciamo il cross che poi è stato deviato in porta, così che tutti e tre hanno segnato. Girl, on comprend qu'il fait très chaud en ce moment en Italie, hein? Oh, je dis ça, je dis rien. Pour finir, trop content pour les Three Lions, il en perd même ses dents. Check it out. Ah ben voilà, c'est tout pour moi. Avec l'approche des huitièmes de finale, je n'ai plus qu'à vous souhaiter très bon match. Bisous et prenez soin de vous. Ciao. Et oui, je vous le disais au sommaire, la Coupe Henri Delaunay est chez nous grâce à une équipe, une superbe équipe qui fait un travail énorme derrière. C'est l'équipe de Prodalex d'Hicham qui est avec moi. Nous allons parler de ce trophée, surtout de l'événement qui est associé à ce trophée, la Mobile Soccer Tour. Donc Hicham, bonjour. Bonjour Fabrice, merci de nous recevoir. Au contraire, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. On parle de la Mobile Soccer Tour. Malheureusement, le contexte a fait que ils ont simplement retardé l'échéance. Mais c'est quoi le Mobile Soccer Tour? Voilà, donc par rapport aux restrictions sanitaires, pour l'instant la projection est le 10-11 juillet. L'organisation du Mobile Soccer Tour, c'est un événement donc, pour Touban Dimoun mauricien autour du football. C'est un grand village avec différentes structures gonflables. Donc aussi voilà, autour de l'Euro, avec cette ferveur mauricienne. Donc on apporte un nouveau concept innovant et ludique à travers le foot sur Maurice. Et donc, le Mobile Soccer Tour, j'ai compris qu'on va faire ça sur plusieurs surfaces, entre guillemets. Ce sera malheureusement sur 2 journées uniquement. Mais c'est toujours intéressant de voir ce style de foot, ce style d'événement, justement, l'Euro, qui rapporte un petit peu plus pour les Mauriciens avec cet événement local. Voilà, alors comme tu as pu dire, c'est un concept qui va s'adapter à tout type de surface. Donc on pourra le faire tout bien sur la plage, sur du gazon, sur un parking, donc voilà, qui regroupe différentes structures homologuées et qui vient de l'Europe. Donc il y a un tir d'en-but, une arène pour faire du freestyle, wow. Donc un grand terrain modulable. Donc toutes ces structures-là restent à Maurice et les Mauriciens pourront en profiter, soit pour l'Euro, si les restrictions sanitaires nous le permettent, on pourra faire cet événement, et au cas où on pourra le faire pour la Première Ligue, pour les fans de Liverpool, Manchester, Tottenham et vice-versa. Donc le Mobile Soccer Tour est un projet qui est né et qui est adapté pour le public mauricien. Et justement, les 2 dates à retenir, ce sera le 10 et le 11 juillet, c'est ça? Voilà, donc le 10 juillet aux ruines de Balaclava à Maritime et le 11 juillet pour une grande finale, une journée autour du football et je l'espère autour de l'Euro à Spart-Cascavel. Donc ce sera le rendez-vous à ne pas manquer le 10 et le 11 juillet prochain. Forcément restez branchés Radio One, vous saurez tout. Et on parle maintenant de ce trophée qui va continuer sa route sur les routes mauriciennes, Hicham. Donc ce trophée nous a été, on va dire, envoyé par l'équipe du Portugal. Non, je plaisante. Donc voilà. C'est un trophée qui est présent à Maurice. C'est une équipe qui s'appelle Foot 80, qui est basée à Caen-Diable. Donc ils sont très fans de trophées, de football. Donc ils ont pu nous le mettre à disposition et travailler en étroite collaboration avec nous. Je les remercie. C'est Foot 80, vous pouvez les trouver sur les réseaux sociaux. Donc ce trophée-là va se déplacer aussi pour le Mobile Soccer Tour et aussi en amont. Nous sommes en train de préparer donc, des choses avec vous aussi. Donc restez branchés.
Donc voilà, ce trophée que vous allez retrouver bien sûr dans nos prochaines éditions de l'Euro, bien sûr entre les mains du gagnant de l'Euro le 11 juillet prochain, forcément à Wembley. Donc avant de nous intéresser justement au huitième de finale, on va parler de tout ce qui a vraiment marché durant cette première phase. On a avec nous le coach, le spécialiste, notre coach, Radio One, Joe Tupula. Bonjour Joe. Bonjour Fabrice. Donc on a eu quand même de très belles surprises durant cet Euro. Oui, il y a eu des très bons matchs. Déjà bravo dans le fait qu'il y ait beaucoup de buts qui ont été marqués. Donc ça c'est une très bonne chose. C'est pour ça qu'on aime aussi le football, c'est quand il y a des buts. Donc voilà, au niveau des belles choses, je pense qu'il y a une équipe qui a vraiment montré de quoi elle était capable. Si en tout cas elle continuait comme ça, c'est l'Italie. L'Italie qui a fait preuve de beaucoup de qualité dans son jeu. Donc, je trouve que c'est une équipe qu'il faut... déjà avant, on savait qu'elle avait des qualités. Là, en tout cas, elle a imposé déjà son envie d'aller jusqu'au bout. Donc, j'espère que c'est une équipe, en tout cas, sur ce qu'elle a démontré. Elle est capable aujourd'hui d'aller chercher cette coupe. Donc, je trouve ça assez intéressant. J'ai bien aimé aussi le pays de Pays-Bas. Ouais. Je trouvais qu'une jeune équipe, on la connaissait, mais on ne savait pas très bien jusqu'où elle était capable de pouvoir aller. Donc voilà, donc c'est une équipe peut-être qu'on n'attendait pas, mais je trouve qu'elle a bien réagi. Et au-delà des points qu'elle a pris, parce qu'on peut dire parce qu'elles ont pris 9 points, donc c'est non, ils ont démontré des belles choses. Ils ont été dans un groupe qui n'était pas nécessairement un groupe compliqué, mais c'est un groupe dans lequel il fallait être présent. Ils ont été présents, donc j'ai bien aimé cette équipe de Pays-Bas. Et un joueur peut-être qui t'a marqué durant cette première phase? Ronaldo, ouais, c'est très facile, c'est facile à dire, mais c'est à l'âge qu'il a, c'est qu'il est en train de donner, c'est qu'il est en train de montrer. Ça donne aussi à tous les jeunes qui espèrent arriver à ce niveau-là, que malgré tout, sans travail, on ne peut pas y arriver. Et je pense que c'est une belle leçon de sport qui donne. Même si on sait qu'il y a une autre leçon aussi qu'il a donnée par rapport à la vidéo. Mais bon, ça c'est voilà. Je trouve que Ronaldo a mis son empreinte dessus, donc ça, je trouve ça c'est assez intéressant. Immobilier, j'ai bien aimé aussi. J'ai bien aimé parce que c'est... il n'était pas immobile du tout. Voilà, c'est très intéressant. On sent que c'est les gens de joueurs qui peuvent casser des lignes, qui peuvent mettre du rythme aussi. Je ne le connaissais pas dans ce registre-là, qui peut mettre énormément de rythme, ou en tout cas jouer avec les rythmes. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Après, voilà, il y a des joueurs qui étaient intéressants, mais bon, il n'y en a pas qui m'ont vraiment surpris. Ouais. Alors on dirait Ronaldo, non, Ronaldo m'a surpris parce qu'à cet âge-là, dans une compétition aussi importante, être présent, je trouve ça magnifique. Et par contre, il y a aussi eu des mauvaises notes, et beaucoup même. Ouais, la première mauvaise note, parce que je pense que tout le monde attendait un peu cette équipe, c'est une équipe qui est capable de bousculer les autres, c'est la Turquie. Ouais. La Turquie a... Voilà, j'ai pas compris. Alors, est-ce que leur premier match les a complètement déstabilisés? Je ne sais pas, mais c'est une équipe qui n'a pas répondu en tout cas à ce qu'on attendait. On n'a pas eu de fighting spirit comme ils ont l'habitude de le montrer dans les compétitions. Donc voilà, cette équipe de Turquie je pense qu'elle a complètement raté son Euro. Donc voilà, donc c'est dommage, mais ils sont pas qualifiés. Après, j'ai une petite pensée pour Lewandowski. Ouais. Parce que ils se sont réveillés trop tard. Voilà, j'ai une petite pensée pour lui parce que je sais que dans ce genre de compétition-là, ça peut lui permettre aussi, en tant que buteur, de pouvoir aller loin. Il n'a pas su mener cette équipe de Pologne parce que c'est vrai qu'effectivement, il y avait lui qui était capable d'apporter un plus. Donc voilà, la Pologne aussi, pour moi, qui passe à côté de son Euro. Donc ces deux équipes-là, je trouve que c'est dommage. Maintenant, bon, la Coupe du Monde est dans un an. Ça sera de prendre les leçons de tout ça. Donc pour revenir un petit peu à tout ce qu'on avait dit déjà dans les émissions précédentes avec l'Euro, cette fois on va s'intéresser au huitième de finale avec carrément 3 gros chocs, on peut dire déjà. Dimanche on aura un Belgique-Portugal. Comment tu trouves ce match? Il y aura forcément un grand qui va tomber. Voilà, il y aura un grand qui va tomber. Je ne vais pas dire que je suis inquiet pour la Belgique, mais il faudrait quand même qu'ils fassent attention. Ils ont fait une très mauvaise première mi-temps contre le Danemark. Heureusement, il y a eu Courtois pour ne pas complètement sombrer. Ils ont eu la chance de pouvoir compter sur leurs 3 joueurs revenants. Witsel qui a été phénoménal. On ne parle pas beaucoup de lui, mais il a été phénoménal. De Bruyne qui a été pas mal. Mais cette équipe du Portugal, c'est très serré. Le Portugal, tu ne le bats pas comme ça. Là, ils ont été battus contre l'Allemagne.
Je les ai trouvés même un peu en deçà de ce qu'ils étaient capables de produire, mais ils ont quand même 2 buts contre leur camp, Ouais. donc on peut peut-être dire que c'est un peu compliqué. Mais le Portugal est jamais facile à jouer, jamais facile à jouer. Et la Belgique, si aujourd'hui elle veut être prétendant à ce titre-là, je pense que c'est le moment de faire tomber un grand. Mais ça sera un match hyper compliqué. Et sincèrement, je me dis bravo à celui-là qui va trouver qui va gagner ce match-là, parce que c'est un match, c'est presque impossible de déterminer qui va gagner ce match-là. Mais dans les deux équipes, il y a des possibilités. Je parlais de Ronaldo tout à l'heure là. Ouais. Hier, par exemple, il y a un garçon qui m'a fait énormément plaisir, c'est Sanchez, Ouais. que j'avais plus vu à ce niveau-là. Il Sanchez, faut quand même savoir que Sanchez, hier, il a étouffé N'Golo Le Kanté, milieu- ouais. le milieu de terrain lui tout C'est la seul. première fois qu'on l'a vu ça. Voilà. ouais. S'il joue à ce rythme-là, je pense que la Belgique va avoir énormément de travail. Donc voilà, c'est une équipe de roublards, c'est une équipe, le fighting spirit portugais. Ouais. Donc ça va être difficile. Très difficile. On aura aussi droit à un certain, peut-être moins séduisant sur le papier, Croatie, Espagne. Bon, c'est vrai que la Croatie a démontré de très belles choses lors de la dernière rencontre du groupe B, du groupe L'Espagne B aussi. plutôt. Bon, l'Espagne, moi je suis Elle a encore marqué les sceptique buts, par voilà. rapport à cette équipe espagnole. À quoi devons-nous s'attendre? L'Espagne, je pense qu'elle a le dernier résultat peut leur donner une motivation supplémentaire pour aller jusqu'au bout. La Croatie, on sait que c'est une équipe qui est vieillissante quand même malgré tout. Est-ce qu'ils sont capables d'enchaîner comme ça ce genre de match-là? De nouveau aussi un match où ça peut pencher du côté de la Croatie par rapport à l'expérience. Ouais. Ils ont l'expérience des grandes compétitions. L'équipe d'Espagne est encore très jeune. Je le disais, c'est une équipe qui... je donne rendez-vous à cette équipe-là dans un an. Parce qu'elle a quand même démontré pas mal de choses. Offensivement, c'est encore un peu compliqué. Ils n'ont pas vraiment un vrai neuf. Morata, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais bon, on ne sait jamais dans une compétition comment ça peut se passer. Rappelez-vous le Benzema qui a encore marqué là. Il en a marqué 2. Donc voilà, donc c'était un match aussi pour l'Espagne. Ça va être un match assez intéressant. Si elle gagne, il faudra voir. Comme je l'ai dit, je ne pense pas que c'est une équipe qui va aller jusqu'au bout. Ce n'est pas une équipe qui va remporter cette édition-là. J'espère que je me trompe pour eux. Mais en tout cas, c'est une belle équipe, une équipe en devenir. La Croatie, comme tu l'as dit, elle a montré des choses qui sont pas mal. C'est une équipe qui est aguerrie. Ouais. Donc maintenant, ça va être un match un peu de... Ça va se jouer sur les détails. Et l'autre gros choc, ce sera pour mardi, si je ne me trompe pas sur le calendrier, Angleterre-Allemagne, choc. Entre guillemets, encore une fois, moi cette équipe anglaise, pour moi, elle n'a toujours rien prouvé dans cet Euro. Mais par contre, l'Allemagne aussi, c'est une équipe en dents de scie. On a vu une superbe performance face au Portugal. Après, ils se sont fait peur ou peut-être trop confiants face à la Hongrie. Donc, comment ça se présente? Alors, l'Allemagne, ça me pose un peu un problème. Je pense que si c'est pratiquement la seule équipe qui reste vraiment à 3 défenseurs derrière. Les autres, on va dire, quand ils sont à 3, en général, c'est bien 5. Donc c'est pas... Et on voit quand même des erreurs d'alignement défensif qui sont énormes. Je pense que Lowe a ramené Hummels, qui est un joueur important. Mais je crois que sur les buts qu'ils ont pris, je pense qu'il est fautif sur pas mal. Hier encore, on voit cette défense à 3 a vraiment des difficultés. Je ne sais pas, peut-être revenir à 4 défenseurs, parce que ça joue comme ça contre l'Angleterre. Je pense que l'Angleterre a de bonnes chances de pouvoir passer. Je pense qu'elle a de bonnes chances de pouvoir passer. Maintenant, on sait que l'équipe d'Allemagne aussi, c'est une équipe qui est un peu rouillée, je trouve. Elle a du mal, elle a des bonnes séquences. Contre la France, elle a joué un match où on va dire il manquait un peu de rythme, un peu de qualité et d'intensité, en tout cas dans les 20 derniers mètres. Contre le Portugal, ils ont eu un peu de chance. Ils ont eu un peu de chance aussi. Hier, j'ai regardé quelques extraits. On sent que c'est pas une équipe non plus qui est bien. Alors par contre, il y a un joueur qui peut faire la différence, c'est Goretzka. Je pense que ce joueur-là, c'était le joueur qui manquait à cette équipe d'Allemagne. Il a les liens entre les lignes. Il est capable de tirer d'assez loin. Regardez son but hier, c'est un but qui est magnifique parce que c'est un but qui était vraiment à l'arraché. Donc c'est un match qui peut être intéressant, mais moi je crains pour la défense de l'équipe d'Allemagne. Donc on va forcément suivre toutes ces rencontres et à la rédaction sportive, nous nous sommes intéressés aussi à ces 8 huitièmes de finale. Donc voici le sujet préparé par Sean Lui, moi-même et même Bertrand Hérisson s'y est mis. Donc on va faire le tour d'horizon de chaque rencontre.
le knockout stage tant attendu qui arrive chaud. Ouais, bien sûr, avec quand même une affiche capable de dire faut intéressant pour moi. Nous pouvons lever ces affiches déjà samedi à 20h. Nous pouvons avoir droit à un Pays de Galles, Danemark, même si l'affiche ça peut paraître marre sexy, marre jolie, ça fait la point intéressant quand même. Ouais, Pays de Galles qui quand même a beaucoup approuvé lors de ses huitièmes, avec Danemark qui fait quand même un dernier match époustouflant. Ouais. Mais nous allons regarder ça justement, analyser ce match. Le Pays de Galles sera chargé d'ouvrir le bal de ses huitièmes de finale face au Danemark. Les Gallois deuxième du groupe A se sont qualifiés sur le couteau à égalité de points avec la Suisse. C'est finalement la différence de but qui les a sauvés. Il faut le dire, cette formation galloise n'a rien démontré de convaincant lors de la phase de groupe, si ce n'est que cette victoire face aux Turcs. Les coéquipiers de Gareth Bale auront fort à faire face aux Danois qui, après l'événement tragique avec Christian Eriksen, se sont qualifiés grâce à cette large victoire face à la Russie, 4-1. Ce match promet donc du beau spectacle, les Gallois devront eux se ressaisir et surtout saisir les occasions qui se présenteront à eux, car comme on l'a vu en phase de poule, ils ont quand même eu des opportunités mal négociées, et ce à plusieurs reprises. Du côté des Danois, le beau football est présent, comme témoigne leur dernier match en poule. Faudrait-il encore pouvoir répéter une telle performance? Mais une chose est sûre, d'une part ou d'une autre, la qualité et l'expérience sera bel et bien présente. Alors Pays de Galles, Danemark, ce sera bien sûr à partir de 20h, et l'autre affiche de la soirée verra tes favoris, Fabrice, l'Italie, qui sera opposé à l'Autriche. Oui, match qui paraît simple a priori, mais bien faire attention parce que ça ben Autrichiens là, ils prouvaient qu'ils étaient intéressants à avoir joué, ils ont surtout montré qu'ils étaient envie, venir en huitième de finale, mais pas trop quoi, ils étaient envie de venir en Italie. Ouais, bien sûr. Ben, nous guetter justement Italie, mais quoi, on est bien là qui se bouge cette équipe là. Nous check client. Si certains avaient encore des doutes sur l'objectif des Italiens dans cette compétition, je pense que cela n'est plus le cas après la prestation de la Squadra Azzurra durant la phase de poule. Cette fois, ce sera l'Autriche qui s'avancera et les Italiens pourront une fois encore compter sur leur mobilité et surtout sur une palette de jeux ahurissant démontrée lors des 3 derniers matchs. Que ce soit en défense ou en attaque, les Italiens ont de la ressource plus qu'il n'en faut. Leur arme principale est la solidarité, ajoutez à cela les talents des Locatelli, Insigne, Berardi, Immobile, Chiesa, Jorginho et j'en passe. Les feux sont donc ouverts pour la Squadra Azzurra, mais attention, l'Autriche ne sera pas un adversaire facile à mater. Les Autrichiens ont été impressionnants durant la phase de poule, avec une qualification certes arrachée au forceps lors de la dernière journée, et ils pourront compter sur leur défense qui est un des points forts, mais leur attaque peut tout aussi bien causer des problèmes à la défense italienne, si toutefois Marko Arnautovic est dans un bon jour. Donc cette fois, les matchs de dimanche avec un certain choc, car il y a un demi-choc ou un gros choc, tout dépend de comment vous êtes, avec les Pays-Bas qui sera face à la République tchèque. Sean, encore une fois, l'eau papier il va paraître marré sexy, mais les Pays-Bas annoncés comme favoris. Les Pays-Bas surtout qui est quand même la meilleure attaque de la compétition avec 8 buts inscrits. La République tchèque qui a terminé 3e d'ailleurs du groupe D, mais qui a beaucoup à prouver. Mais en tout cas, il prend le match marré, c'est les Tchèques 5. C'est l'équipe avec la meilleure attaque lors de la phase de groupe avec 8 buts marqués pour seulement 2 encaissés. Les Pays-Bas entameront les 8e avec plein de confiance, notamment avec un Memphis Depay dans d'excellentes conditions, à croire que c'est son transfert vers Barcelone qui le fait pousser des ailes. Mais d'autres joueurs sont à faire valoir également, en l'occurrence le capitaine des Oranje, Gini Wijnaldum, actuellement 2e meilleur buteur du tournoi avec 3 réalisations. Derrière c'est aussi du solide avec un Frenkie de Jong sur la montée et un Matthijs de Ligt qui donne l'impression d'être le patron de la défense. Le Pays-Bas reposera donc sur ces quelques hommes mentionnés pour poursuivre dans la compétition. En face, la République tchèque aura beaucoup à prouver. Après sa victoire face à l'Écosse, son nul face à la Croatie et sa défaite face à l'Angleterre, les Tchèques auront fort à faire lors de cette manche. Leurs espoirs reposeront notamment sur un certain Patrick Schick, auteur d'un somptueux but d'ailleurs lors de la première journée de la phase de groupe. La qualité est aussi présente en milieu de terrain avec Thomas Souček qui a manqué de lucidité pour finir ses actions, un Alex Kral, réelle révélation de 7 €, ou encore Lucas Masopoulos sur la droite qui n'hésite pas à mettre du cœur dans son jeu. Alors Pays-Bas, République tchèque, ce sera à partir de 20h, mais le vrai choc de la soirée, Fabrice, ce sera Belgique-Portugal quand même à 23h. Et oui, Belgique-Portugal, l'affiche est extrêmement séduisante, mais je me pose des questions, qui c'est là qui est vrai favori par rapport à ce match-là? Le Portugal qui est vraiment intéressant, même s'il termine 3e de ce groupe. Mais par contre, la Belgique, même s'il fait premier avec 3 victoires, il reste encore beaucoup à prouver. Malheureusement, la dépendance Kevin De Bruyne, Witsel ou encore Lukaku, est réelle. Est-ce qu'il ça puissance qui se par rapport à ce match? Nous êtes un petit coup d'œil sur cette analyse.
En effet, difficile de dire qui est le vrai favori de cette rencontre, même si de mon côté, la balance penche un peu plus en faveur des Portugais au vu de leur parcours pendant la phase de groupe. Pourquoi ? Simplement que les Portugais sont maintenant rodés. Leur errance défensive face à l'Allemagne a été quelque peu gommée face à l'équipe de France. La Seleção connaît désormais le niveau de la crème de ce tournoi et surtout parce qu'il semblerait que Fernando Santos a enfin trouvé un poumon pour alimenter son équipe, un certain Renato Sanchez. Ce dernier a été tout simplement magique face à l'équipe de France, s'offrant même au passage le luxe de faire oublier un certain N'Golo Kanté. Avec un Cristiano Ronaldo efficace et un banc très bien fourni, les Portugais ont à mon sens une très belle carte à jouer. Côté belge, le coup de froid jeté face au Danemark a montré des lacunes de cette équipe, la De Bruyne, Witsel, Lukaku dépendance. Lors de leur dernière sortie face à la Finlande, les Diables Rouges n'ont pas vraiment montré de très belles choses, mais attention, si la forme revient pour un certain Eden Hazard avec le trio mentionné plus haut, la Belgique retrouvera un peu de sa superbe, mais est-ce que cela sera suffisant ? Affaire à suivre. Et oui, Belgique-Portugal, ce sera à 23h dimanche, match à ne surtout pas rater parce que ça s'annonce extrêmement intéressant, sa rencontre-là. Ouais, entre deux équipes qui quand même ont bien enchaîné sur la phase de groupe. La CNMZ a été fait dans le 8e. Et oui, et à part de ça, lundi, ça fait là pour continuer chaud avec justement la Croatie qui sera face à l'Espagne. Ouais, deux équipes qui quand même ont difficilement accédé au 8e de finale d'ailleurs. La Croatie qui commençait un peu en problème, l'Espagne pareil. Mais non, check sa rencontre là justement. La Croatie a démontré du potentiel lors de son dernier match face à l'Écosse, dans un match d'ailleurs qu'ils étaient obligés de gagner pour poursuivre dans la compétition. D'ailleurs, Luka Modric nous a sorti un match dont il a le secret tout à fait époustouflant. En vrai capitaine, il a porté cette formation croate sur ses épaules et les propulse à la 2e place du groupe D. Pour s'affirmer comme vrai finaliste de la Coupe du Monde de 2018 et aspirer à leurs ambitions, il leur faudra répéter cette performance, suivie d'un réveil bien évidemment de ses attaquants. On pense notamment à Petkovic, coté comme remplaçant du grand Mandzukic. L'Espagne pour sa part n'a rien montré de convaincant, bien qu'elle possède pas mal de talent, mais le dernier match des Ibériques en poule a été impressionnant, avec un cinglant 5-0 face à la Slovaquie. Le retour de Sergio Busquets a fait énormément de bien à la Roja. Pour la première fois en phase de poule, ils avaient un meneur d'hommes sur le terrain, ce qui libérait en quelque sorte la jeune garde, à l'image de Pedri qui a démontré ses qualités. Il faudra à ces deux formations surtout d'être consistants pour pouvoir espérer une place lors du prochain tour. Après ce Croatie-Espagne, nous aurons aussi droit à un somptueux match avec l'équipe de France qui sera face à la Suisse et qui de mieux qu'un supporter des Bleus pour que ça match-là. T'as pas dit ça? Mais oui. Et Nadjimine, je viens avouer la France là-bas, elle a été menti, on a appelé le coup de Suisse. Mais tant mieux. Eh bien, on va justement s'intéresser à cette rencontre entre la France et la Suisse. Grand écart, nous connaissons Jean-Claude Van Damme, mais ça c'est un véritable grand écart entre une équipe qui finit premier, forcément pas avec la manière, et l'équipe de la Suisse qui a eu beaucoup de chance en terminant 3e et nous goûter justement la présentation de ce match. Loin d'avoir séduit lors de cette phase de groupe, l'équipe de France affronte lors des 8e de finale une équipe suisse qui s'en sort bien après avoir terminé 3e de son groupe. Les Bleus avec une victoire contre l'Allemagne et un but contre son camp de Hummels, un surprenant match nul contre la Hongrie, avant un 2e match nul contre le Portugal, termine en tête de son groupe. Grand habitué des phases de groupe mitigées, l'équipe de France aura à cœur de s'imposer contre une formation qui semble à sa portée et surtout dans l'espoir de confirmer son rang de favori. En face, les Suisses s'en sortent avec beaucoup de chance. Une victoire, un match nul et une défaite pour la Nati qui termine derrière l'Italie et le pays de Galles. Au vu des récentes prestations, avantage pour le groupe de Didier Deschamps, même si les Suisses ont plus d'un tour dans leur couteau suisse. Donc France-Suisse, ce sera 23h lundi, donc pour une rencontre extrêmement intéressante, ça on sait, avec David contre Goliath. David contre Goliath, moi pas croire, parce que Goliath en ce moment, pas trop, bon certainement il peut gagner, il termine en tête de son groupe, mais on va arrêter, mais par contre, nous pégons David, Goliath, mais il y a véritablement des Goliaths qui peuvent jouer, moi dit Fabrice, Angleterre, Allemagne. Est-ce qu'il nous a dit des Goliaths, tu choisis des Goliaths? Là, on va trouver oui, Angleterre, Allemagne qui pourrait être un match extrêmement intéressant à suivre parce que tous les deux peuvent vraiment montrer de très belles choses en phase de groupe. Mais nous guettons un petit coup à quoi nous attendre de cette rencontre. C'est le choc des pas connus, simplement parce que les deux équipes ne nous ont pas vraiment laissé une très bonne impression. L'Angleterre a certes terminé premier, invaincu de son groupe avec 0 but encaissé, mais là où les Anglais étaient le plus attendus était à l'attaque.
avec des noms ronflants et des stars à l'appel. Les Free Lions devaient être craints de toutes les équipes, sauf que nous avons plutôt vu 3 chatons depuis le début de cet Euro. La faute à qui? Peut-être à la formation et au choix des joueurs. Pour réellement faire tourner cette équipe, la présence de Jack Grealish est quémandée par tous les spécialistes. Face à la République tchèque, il a démontré qu'il a été plus efficace qu'un certain Phil Foden, et pour faire tomber la Mannschaft, il faudra un vrai jeu d'ensemble et surtout un jeu d'équipe. Côté allemand, la sélection de Joachim Löw nous laisse encore sur notre faim, à part la victoire contre le Portugal, où nous avons assisté à un vrai jeu d'ensemble durant quelques minutes et surtout un football intéressant. Les carences défensives ont plombé cette équipe. Lors de leur dernière sortie, cela aurait pu tourner en eau de boudin. Hummels se fait vieux et du coup c'est Toni Kroos qui normalement détient les clés du jeu qui se trouve bloqué à l'arrière. On a quand même vu une lumière au bout du tunnel avec un certain Leon Goretzka, si toutefois on lui donne la conduite de l'attaque de la Mannschaft. Donc Angleterre-Allemagne, match que vous pourrez suivre mardi forcément avec la Radio One Arena à partir de 20h, et nous prenons un deuxième choc, nous qu'à dire, mais beaucoup de jeunes et beaucoup de bleus sur le terrain pour l'autre match de 23h mardi. Effectivement, c'est pas un épisode de Simpsons ni un épisode de Minions, mais c'est plutôt un match entre la Suède et l'Ukraine. Bon, forcément, voilà, vous avez fait un choix par rapport à Ban Mayo. Encore une fois, grand écart. C'est l'équipe de la Suède qui termine en tête de son groupe, devant ni plus ni moins que la Roja espagnole, contre l'Ukraine qui termine 3e et qui a beaucoup de chance quand même pour sortir de sa qualification. Là, mais nous guettons du coup justement la présentation de cette affiche entre l'Ukraine et la Suède. Elle réalise le gros coup dans le groupe E. La Suède termine en tête devant ni plus ni moins que l'Espagne, victoire contre la Slovaquie et victoire contre la Pologne. Les Suédois s'imposent comme les grands favoris de ces 8e de finale. Et dans l'espoir d'obtenir sa place en quart de finale, les Suédois affronteront l'Ukraine. Repêchés du groupe C en terminant 3e, les Ukrainiens devront porter une lourde étiquette d'outsider, mais poussés par un Andrei Shevchenko qui voudra certainement briller dans cette compétition. Les coéquipiers de Zinchenko ne voudront pas faire de la figuration. Le joueur de Manchester City qui retrouvera sur son passage un certain Emil Forsberg, buteur à 3 reprises depuis le début de la compétition. Donc Ayla, je dis que tout bel match et tout ce qu'il faut savoir par rapport à ces 8e de finale, ça fait là pour ceux qui m'ont habitué d'y aller, et surtout pas oublier nous ben rendez-vous parce que l'Euro je connais c'est à vivre sur Radio One déjà samedi. Et oui, samedi, pour te dire, ça fait la show, étant donné en ce moment fait Marie Fribé, Marie Serrier. Samedi, donc rendez-vous à partir de 18h et jusqu'à matin gras. Comme d'habitude, 18h20, 18h du matin, bon, nous finissons. Il y a domicile de radio. Ouais, bien sûr, et surtout, le rendez-vous est déjà pris pour samedi à 18h, mais comme on a l'habitude de dire, pas oublier like, comment, partage cette vidéo là au maximum, parce que vous êtes contents, nous contents, tout le monde content. Et oui, et encore une fois, merci à nos sponsors qui pourraient connaître. Allez, ciao.